Je suis venu pour notre anniversaire, mais, à cet instant précis, ma vie s'est arrêtée. Alexandre est arrivé à la fête, organisée par sa femme Hélène, dans leur maison de campagne, avec un bouquet de ses pivoines préférées, et le cœur empli d'une joie tranquille. Ce jour-là, ils célébraient l'anniversaire de leur rencontre. Il a traversé le vestibule, où résonnaient déjà les voix des invités, pour s'arrêter net, sur le seuil du salon. Hélène se tenait près de la cheminée, tendrement blottie contre un homme grand, vêtu d'un costume sur mesure. C'était Victor, le propriétaire d'une chaîne de boutiques de luxe, dont Alexandre n'avait entendu que des bribes de nom, lors des appels téléphoniques de sa femme. Elle riait aux éclats, sa main posée sur la poitrine de l'homme. Autour d'eux, se pressaient ses amis et leurs maris, des banquiers, des investisseurs, bref, des gens pour qui Alexandre, simple ingénieur de niveau intermédiaire, n'avait jamais été que le mari un peu étrange d'Hélène. « Oh, le voilà », remarqua Hélène, sans l'ombre d'une gêne dans la voix, trahissant seulement l'agacement d'un moment interrompu. « Tu as finalement décidé de venir ? Je pensais que tu étais, une fois de plus, bloqué au travail. » Elle s'éloigna de Victor, non pas pour aller vers son mari, mais pour s'avancer au centre de la pièce, là où tout le monde pouvait voir son visage. Les invités plongèrent dans le silence, sentant clairement que le spectacle allait commencer. « Vous savez, » lança Hélène, en balayant l'assemblée du regard, « j'ai serré les dents pendant 3 ans. 3 années entières de dîners modestes, à entendre sans cesse et pas besoin de cadeaux chers, ou essayons de faire des économies. » Elle saisit élégamment une coupe de champagne, sans avoir la décence de proposer ne serait-ce qu'un verre d'eau à Alexandre. Et puis, la vérité m'a frappé, je mérite tellement plus. Je ne mérite pas ça, dit-elle en pointant le menton vers lui, sans daigner le regarder, mais une vraie vie. Victor laissa échapper un sourire en coin, ajustant nonchalamment ses boutons de manchette. Dans l'assistance, quelqu'un ricana doucement. « Victor », reprit Hélène, en se tournant vers lui. Sa voix était soudainement devenue douce, presque enfantine. « Vas-y, montre-lui. » L'homme sortit de sa poche les clés d'une Porsche, garée fièrement devant le perron. Il ne s'agissait plus de leur vieille berline familiale. Ces mêmes clés, Alexandre les avait aperçues, traînant dans le sac à main de sa femme, une semaine plus tôt, alors qu'il cherchait un chargeur. « Nous sommes ensemble, Alex, » déclara-t-elle enfin, en plongeant son regard dans le sien. Et dans ses yeux, il n'y avait plus la moindre trace de l'amour d'autrefois, il n'y avait que le triomphe. « Et ma décision ne se discute pas. Tu as jusqu'à la fin de la semaine, pour récupérer tes affaires, ou bien tu les laisses. Cela m'est bien égal, je finirai de toute façon par tout jeter. » Les rires éclatèrent aussitôt. D'abord timides, puis de plus en plus forts. Nadine, une amie d'Hélène, qu'Alexandre avait jadis aidé à sortir d'une lourde dette, cacha son visage dans ses mains, mais ses épaules tremblaient de rire. Victor passa un bras autour de la taille d'Hélène, et elle se leva contre lui, toisant son mari de haut, avec le même dégoût que l'on réserve à une tache sur un tapis. Alexandre restait planté là, tenant ses pivoines, qui commençaient déjà à perdre leurs pétales sous l'effet de la chaleur. Il sentit le sang déserter son visage. Non pas sous le poids de la honte, mais à cause d'un froid glacial, qui envahissait ce vide béant, là où, quelques secondes plus tôt, battait encore un cœur vivant. Il fixa Hélène, s'attarda sur son sourire cruel, puis sur la main de Victor, posée sur la hanche de sa femme, et enfin sur les invités, qui murmuraient déjà, savourant les commérages. « Très bien, » répondit-il. Sa voix était aussi plate et tranchante qu'une règle en acier. « C'est terminé. » Il déposa délicatement les fleurs sur la table la plus proche. Les pivoines s'échouèrent sur la nappe, éparpillant leurs pétales, puis, il se retourna et quitta la pièce, laissant la porte grande ouverte. Dans son dos, il entendit les exclamations fuser. Quel lâche, il n'a même pas essayé de se battre. Tu as raison, Hélène, ce type n'est vraiment personne. Il monta dans sa vieille voiture et démarra, mais il ne rentra pas chez lui. Il se dirigea vers son bureau. C'était là, bien à l'abri dans un coffre-fort, que reposait le contrat de vente d'un brevet, sur lequel il travaillait d'arrache-pied depuis 5 ans. Ce fameux brevet, qu'un grand groupe industriel souhaitait acquérir, pour une somme comportant 6 €. Un contrat qu'il refusait de signer, car Hélène, terrifiée par l'inconnu et les risques, lui répétait sans cesse, continuons plutôt d'économiser, pour acheter un petit pavillon.
Alexandre alluma son ordinateur et ouvrit le fichier. Pour la première fois depuis 3 ans, il sourit. Et ce sourire, froid et calculé, était bien plus effrayant que le plus perçant des cris. La nuit, passée dans ce bureau, fut longue. Alexandre ne dormit pas. Il planifiait sa riposte, épluchant minutieusement des documents accumulés au fil des années. Il relut le brevet de son système innovant d'automatisation industrielle, une invention qu'il considérait comme son enfant, mais qu'il n'avait jamais osé lancer, étouffé par les peurs de sa femme. À présent, alors que les chaînes venaient de se briser, il voyait les choses avec une clarté absolue. À 5 heures du matin, il appela Serge, son vieil ami de l'université, qui travaillait dans un prestigieux cabinet d'avocats. La conversation fut brève. Alexandre lui expliqua son intention de créer une société, mais en utilisant un prête-nom. Serge, percevant le ton glacial de son ami, s'abstint de poser des questions. Ils convinrent de se retrouver pour le déjeuner. Le matin surprit Alexandre, figé dans le même fauteuil, une tasse de café froid à la main, face à un carnet noirci de schémas. Il dressa une liste méthodique, Victor, ses entreprises, ses failles, Hélène, ses attaches, ses pires angoisses. Puis, d'un trait vif, il raya le nom de sa femme. Non pas parce qu'il lui avait pardonné, mais parce qu'elle n'était plus sa cible. Elle venait de devenir un simple instrument. La rencontre avec Serge eut lieu dans un petit bistrot de banlieue, un endroit discret où personne ne les connaissait. Son ami avait apporté les documents, les statuts de la nouvelle entreprise, un contrat de gestion fiduciaire, et les formulaires bancaires. Alexandre signa chaque page, sans même lire. Serge, n'y tenant plus, finit par craquer. « Alex, que se passe-t-il ? Tu as l'air d'un mort-vivant. » « Ma femme me trompe, elle me quitte, et m'humilie devant ses amis, » récita Alexandre, d'une voix aussi monotone que s'il annonçait la météo. « Je veux qu'elle se souvienne de cette journée. »« Tu cherches à te venger ? » ?»« Non, » répondit Alexandre, plantant, pour la première fois de la nuit, son regard dans celui de son ami. « Je veux qu'elle comprenne qui j'étais réellement, et ce qu'elle a été incapable de voir. » Il lui exposa alors son plan. La société, Technoprogrès, enregistrée au nom de Serge, achèterait le brevet pour la somme symbolique de 1 000 €. Dans la foulée, elle revendrait ce même brevet au groupe industriel, Prosynthèse, pour 15 millions d'euros. Les fonds seraient ensuite transférés sur un compte offshore, avant d'être dispatchés sur d'autres comptes, qu'Alexandre ouvrirait plus tard. Aucune trace compromettante, tous les impôts seraient réglés, l'opération serait parfaitement légale. Et ensuite, demanda Serge. Ensuite, je vais découvrir qui est vraiment ce Victor. Sa vraie nature. Alexandre retourna dans son ancienne maison, en fin de journée, alors qu'Hélène était au travail. Il rassembla ses affaires en 2 heures, des vêtements, des livres, et un disque dur avec ses projets. Il ignora leurs photos de couple, ne toucha pas aux lettres de sa femme, et ne fouilla pas dans son téléphone. Tout cela n'avait plus d'importance. Dans la chambre, il trouva une facture. Victor avait financé les travaux de leur salle de bain. 15 000 €, payés pour un travail qu'Alexandre avait prévu de réaliser lui-même. Mais Hélène lui avait reproché de prendre trop de temps. Il plia le reçu, et le glissa dans sa poche. Un détail de plus. Il passa la nuit dans une chambre d'hôtel, triant ses emails, et épluchant les données publiques concernant les affaires de Victor, notamment sa chaîne de boutique, Élégance. Derrière une belle vitrine, se cachait une réalité sombre, des fournisseurs issus de pays à la réputation douteuse, des avantages fiscaux totalement incohérents avec le chiffre d'affaires, et d'anciens associés, mystérieusement disparus du marché après des conflits. En utilisant un service anonyme, Alexandre engagea un détective privé. Un homme sans identité publique, doté d'une excellente réputation, garantissant des résultats. La mission était simple, tout trouver sur Victor. Tout ce qui pourrait servir. 3 jours plus tard, Hélène appela. Alexandre fixa l'écran, observant l'appel s'interrompre, reprendre, puis s'arrêter à nouveau. Elle lui envoya des messages, « Où sont tes affaires ? Dis-moi, tu as pris la fuite ? T'es qu'un lâche. » Il ne daigna pas répondre. Qu'elle savoure sa victoire. Qu'elle baisse sa garde. Le 4e jour, le détective envoya son premier rapport. Alexandre ouvrit l'archive cryptée depuis un cybercafé, utilisant un ordinateur public,
et un réseau privé virtuel à travers 3 pays. Les photographies défilaient sur l'écran. Victor, en pleine négociation avec un fournisseur louche sur un port. Victor, glissant discrètement une enveloppe dans un restaurant chic. Victor, enlaçant une femme, qui, de toute évidence, n'était pas Hélène. Le tout accompagné de dates, de montants, et d'adresses. Alexandre copia l'ensemble des preuves sur 3 supports indépendants. Il loua ensuite un appartement dans un autre quartier. Un studio minimaliste, offrant pour seule vue, une zone industrielle. Aucun de ces petits conforts, qu'Hélène jugeait indispensables. Une table, une chaise, son ordinateur portable, et une armoire. Il y travaillait 16 heures par jour, ne sortant que pour manger, ou pour rencontrer des informateurs, dénichés sur des forums obscurs. Le premier fut l'ancien comptable de Victor, Michel Chevalier, licencié sans indemnité, après avoir relevé des erreurs dans les déclarations fiscales. Alexandre lui donna rendez-vous dans un passage souterrain, lui remettant une enveloppe avec 10 000 € et une promesse d'embauche. Michel, jetant des regards paranoïaques, lui expliqua les montages de double comptabilité, les sociétés écrans, et les flux financiers s'évaporant vers des comptes à Chypre. « J'ai des copies de tout ça, murmura-t-il. Tout est sur une clé USB, mais il me retrouvera. » Il ne vous retrouvera jamais, assura Alexandre. Parce que vous ne m'avez jamais rencontré. La deuxième source fut la veuve d'un magnate du textile, dont le mari s'était suicidé après une faillite, provoquée par Victor. Anne Servant, 53 ans. Des yeux d'acier, mais des mains tremblantes de manque. Alexandre se présenta chez elle, avec des fleurs et des documents. Ils discutèrent pendant 4 heures de la fierté de son mari, de la façon dont Victor était venu saisir leur équipement, arborant un sourire narquois, pendant que la sécurité traînait son époux hors de son bureau. « Je veux qu'il paie », lâcha-t-elle au moment de se séparer. « Pas avec de l'argent, d'une autre manière. »« Il paiera », répondit Alexandre. « Mais il me faut du temps. » Le troisième fut un fournisseur au Bangladesh, un homme sans nom dans le système, un certain Karim. Alexandre parvint à le joindre via un intermédiaire à Dubaï, payant en crypto-monnaie pour un simple appel vidéo. Karim lui montra son usine, les ouvriers épuisés derrière leurs machines. Des journées de 14 heures. Un salaire de 2 € par jour. Il exhiba les contrats frappés du sceau d'élégance, et les certificats de qualité, que Victor falsifiait pour ses clients européens. Il m'avait promis d'augmenter les commandes, expliqua Karim, la voix couverte par les bruits de fond. À condition que je me taise. Aujourd'hui, je n'ai plus de commandes, alors je ne veux plus me taire. Alexandre tissa sa toile, mois après mois, sans se presser, sans prendre de risques. Il savait qu'Hélène avait déjà emménagé chez Victor. Le détective lui envoyait des photos de leurs vacances aux Maldives, de leur séjour au ski, ou de soirées privées, où elle brillait, parée de bijoux coûtant plus que son ancien salaire annuel. Il lisait ses publications sur les réseaux, et les commentaires de ses amis, enfin heureuse, tu mérites le meilleur, ou, continue comme ça, ma reine. Il ne commentait rien, ne laissait aucune trace de sa présence. Il était devenu un fantôme dans sa nouvelle existence, un homme qu'elle croyait avoir effacé. En février, Hélène annonça ses fiançailles. Victor lui offrit une bague avec un diamant de 3 carats, et privatisa un studio pour une séance photo destinée au magazine, La Vie d'élite, où il posait comme le couple parfait. Lui en smoking. Elle, dans une robe haute couture, ramenée de Paris spécialement pour l'occasion. Alexandre acheta la revue numérique, et relut l'article 3 fois, cherchant les moindres détails. Il prévoyait de se marier l'été suivant, faisait bâtir une maison dans un domaine ultra sécurisé, et voulait des enfants dès que possible. Il attendait cela. Il patienta jusqu'à ce qu'elle quitte son travail, ce qu'elle fit en mars, pour se consacrer à sa famille. Il patienta jusqu'à ce que Victor lance la construction. La première pierre fut posée en avril, en présence du maire et des caméras. Il patienta, jusqu'à ce qu'elle devienne totalement dépendante de lui. Financièrement, émotionnellement, et socialement. En mai, il avança son premier pion. Derrière un prête-nom, il racheta la dette d'une petite boutique, celle où Hélène travaillait avant leur mariage. La somme était dérisoire, 120 000 €, qu'elle devait pour des loyers impayés, ayant quitté les lieux précipitamment. Une dette qu'elle avait oubliée, parce que Victor lui avait assuré, c'est une broutille, je vais m'en occuper.
Il ne s'en était pas occupé. Il avait d'autres soucis, d'autres créanciers, et d'autres femmes, qu'il cachait même à lui-même. Alexandre devint ainsi son créancier, sans qu'elle s'en doute. Officiellement, selon des papiers qu'elle n'avait jamais vus. Sa signature sur le contrat, certifié par un notaire, datait exactement du jour où elle l'avait humilié devant ses amis. Ce fameux document, qu'elle avait signé sans lire, pensant qu'il s'agissait encore d'une bêtise de son ex. Parallèlement, il préparait le coup de grâce. Via Serge, il contacta un journaliste d'investigation, qui enquêtait sur Victor depuis 3 ans, mais ne pouvait rien publier, par manque de preuves et à cause des menaces. Alexandre lui transmit la clé USB du comptable, le témoignage de Karim, et les photos du détective. Le journaliste, Antoine Robert, l'appela le lendemain. Ça va faire l'effet d'une bombe, mais il me manque une chose, la preuve d'un lien direct entre Victor et les politiciens. Sans ça, il réussira à s'en sortir. Ce lien, Alexandre le trouva grâce à Anne Servant, qui s'avéra être la cousine de l'assistant d'un député de l'Assemblée nationale, un homme qui défendait l'industrie textile. Après 2 mois de négociations et de compromis, Anne convainquit son parent de témoigner. Sous couvert d'anonymat, mais en fournissant des documents irréfutables. Le mois de juin arriva discrètement. Hélène préparait son enterrement de vie de jeune fille, et Victor, un séjour à Monaco avant le mariage. Alexandre, lui, restait dans son studio. Sur son bureau, un calendrier affichait une date marquée, le 15. Le jour des fiançailles. La date anniversaire de son humiliation. Il l'avait choisie avec un soin tout particulier. Une semaine avant l'événement, il reçut l'ultime dossier de son détective. Des photos de Victor en galante compagnie à Genève, datant du mois précédent. Un dernier clou dans le cercueil. Il appela Antoine Robert. Préparez votre article, mais attendez mon signal pour publier. Je vous préviendrai au moment où elle se croira la femme la plus comblée du monde, pour qu'elle réalise que ce n'est que le début de la fin. Cette nuit-là, Alexandre se coucha à 3 heures, pour se lever à 6, comme toujours. Il ne ressentait aucune fatigue, juste cette légèreté grisante, liée au sentiment d'être prêt. Il vérifia tout, les preuves comptables étaient validées, les témoignages des fournisseurs enregistrés, les photos classées, et les liens politiques prouvés. Hélène, elle aussi, était prête pour la chute, bien qu'elle l'ignorât totalement. Le dernier jour de mai, il décida de rouler jusqu'à leur ancienne maison. Une nouvelle famille y vivait. Des enfants joyeux jouaient sur la pelouse, avec leurs chiens, à l'endroit même où il montait autrefois une tente pour l'anniversaire de sa femme. Il ne s'arrêta pas, ne laissa échapper aucun soupir, et ne s'attarda sur aucun souvenir heureux. C'était un lieu étranger, une vie lointaine, une bêtise passée, qu'il avait finalement rayée de son existence. Le soir même, un message de Serge apparut, le groupe ProSynthèse a effectué le dernier virement. La vente du brevet est officielle. L'argent est sécurisé. La société est dissoute. Il n'y avait plus aucune trace de lui. Il était totalement libre. Et il était prêt. Alexandre créa un fichier sur son ordinateur, intitulé « Le final ». À l'intérieur, se trouvait le scénario minuté de la soirée du 15 juin, avec toutes les réactions possibles, les plans de secours, et ce point de non-retour, qu'elle franchirait elle-même, sans même s'en rendre compte. Il sauvegarda, éteignit la machine, et sortit sur son balcon. En bas, la zone industrielle fumait, les lampadaires vacillaient, et le sifflet d'un train retentit. Il s'imagina que dans exactement une semaine, Hélène se tiendrait dans ce même grand salon. Entourée des mêmes invités, portant une robe valant plus que son salaire mensuel actuel. Et, au moment où elle lèverait sa coupe à son propre bonheur, son monde s'effondrerait. Non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était précis. Il avait attendu patiemment qu'elle construise sa tour de verre, pour pouvoir y jeter la première pierre, une pierre qu'elle lui avait elle-même donnée. Il esquissa le même sourire glacial que lors de cette soirée fatidique, puis alla se coucher, sachant qu'au réveil, il n'aurait plus qu'à attendre. La somptueuse soirée de fiançailles battait son plein, dans cette même maison de campagne, où Hélène avait publiquement écrasé Alexandre un an plus tôt. Les mêmes invités, le même champagne, et les mêmes éclats de rire. À la seule différence qu'aujourd'hui, elle était la reine, parée d'une robe de couturier, et d'une bague dont l'éclat aveuglait l'assemblée. Victor portait un toast sur l'amour véritable, et rendait hommage à cette femme, qui lui avait réappris à apprécier le meilleur.
À 21h, on sonna à la porte. Un serveur s'avança pour remettre une grande enveloppe à Victor. Ce dernier l'ouvrit avec le sourire, s'attendant aux félicitations d'un associé. Mais son visage se figea en une seconde. À l'intérieur, se trouvaient les relevés bancaires détaillés de ces sociétés offshore, ces mêmes comptes secrets que seul son comptable bien payé connaissait. À cela s'ajoutaient des photos compromettantes, lui, négociant avec le fournisseur exploité au Bangladesh, lui, signant des papiers dans une imprimerie clandestine, lui, accompagné d'une jeune femme qui n'était pas Hélène, sortant d'un hôtel à Genève. Le tout daté des 3 derniers mois. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura Hélène, essayant de lire par-dessus son épaule. Victor lui agrippa le poignet avec une force excessive. « Ce n'est rien. Une mauvaise blague. » Mais la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. 3 hommes en costume sombre firent irruption. Leurs visages graves détonnaient avec l'ambiance festive. Ils s'avancèrent vers Victor, et le plus âgé brandit sa plaque de police. « Monsieur Victor, vous êtes en état d'arrestation, pour fraude à grande échelle, évasion fiscale, et recours au travail forcé. Veuillez nous suivre. » Prise de panique, Hélène tenta de le retenir, mais il la repoussa froidement, comme on écarte un sac d'ordures. « Appelle maître Bertrand » aboya Théil, en étant escorté vers la sortie. « Il va tout régler. » Elle se précipita sur son téléphone. Maître Bertrand, leur avocat de famille, lui répondit sèchement qu'il ne pouvait rien faire, l'affaire étant aux mains des instances fédérales, et lui conseilla de se faire oublier. Elle tenta de joindre ses amis, mais tous ses appels restèrent sans réponse. Elle appela sa banque, pour apprendre que tous leurs comptes avaient été gelés par la justice. Les invités s'étaient évaporés en un clin d'œil, fuyant comme des rats. Hélène resta seule dans ce grand salon désert, tenant sa coupe brisée dans une main, tandis que la bague à son doigt pesait soudain aussi lourd qu'une paire de menottes. La semaine suivante, elle apprit que la somptueuse villa en construction venait d'être saisie, considérée comme un bien acquis avec de l'argent sale. 15 jours plus tard, le cauchemar continua, son propre appartement, celui qu'elle occupait avant de rencontrer Victor, fut à son tour placé sous séquestre. Alexandre, sans qu'elle ne s'en aperçoive, avait contracté un prêt colossal en son nom, utilisant l'appartement comme garantie bancaire. Ce montage avait été acté par un notaire, exactement le jour où elle l'avait mis à la porte avec fracas, pendant qu'elle riait aux éclats avec Victor. Aveuglée par le mépris, elle avait signé ces documents sans les lire, persuadée qu'il s'agissait encore d'une paperasse sans importance venant de son ex. Désespérée, elle remua ciel et terre pour retrouver Alexandre. Mais il s'était volatilisé. Il n'y avait plus de traces de lui sur les réseaux sociaux, il avait quitté son ancien domicile, ainsi que son emploi. Ses collègues racontaient qu'il avait refait sa vie définitivement à l'étranger. Son téléphone sonnait dans le vide. Le hasard voulut qu'elle croise enfin sa route, 6 mois plus tard, dans les allées d'un aéroport. Elle s'apprêtait à prendre un vol low cost pour Bordeaux, cherchant refuge chez sa mère, et espérant revendre quelques affaires pour éviter de dormir dans un foyer d'accueil. Il se tenait là, au comptoir de la classe affaires, élégant dans un costume sur mesure, valant bien plus que son propre salaire annuel. À ses côtés se tenait une femme d'âge mûr, au visage serein, qui respirait la paix intérieure. Elle tenait affectueusement son bras, et il riait de bon cœur. Un rire franc, qu'Hélène n'avait plus entendu depuis des lustres. « Alex » murmura-t-elle en s'approchant, peinant à reconnaître son propre reflet dans les vitres. Elle était décoiffée, enveloppée dans un manteau bon marché, et tirait derrière elle un sac informe, contenant toutes ses affaires. Il pivota lentement, la dévisageant avec attention, comme on observe une vieille photo oubliée. Puis, il esquissa ce fameux sourire indéchiffrable, celui-là même qu'il affichait le soir où elle se croyait invincible. « Hélène » dit-il d'une voix calme. « Comment vas-tu ? » « C'est toi qui as fait tout ça » balbutia-t-elle, s'agrippant à la manche de sa veste. Comprenant qu'elle était de trop, la femme qui l'accompagnait s'écarta discrètement. « Moi » rétorqua Alexandre, haussant un sourcil. « Mais je ne suis qu'un simple ingénieur, Hélène. Un cadre de niveau intermédiaire, tu as oublié. » Mais Victor l'a saisi de mon appartement. Tout. Victor est le seul responsable de sa chute. Il détacha les doigts d'Hélène de son vêtement avec une douceur calculée, comme on écarte une main d'une plaque brûlante. J'ai simplement aidé des personnes à se rencontrer.
ceux qui l'avaient ruiné, et ceux qui réclamaient justice. Il tira alors une enveloppe de sa poche, la copie exacte de celle qui avait détruit la soirée de Victor. Mais celle-ci contenait d'autres documents. Le contrat de cession de son brevet, vendu pour une somme à 6 €. Tout en bas, figurait la signature d'Hélène, tracée à la hâte, sans lire, quand elle le prenait pour un moins que rien. « Voici ta part, déclara-t-il, glissant l'enveloppe dans son sac usé. La loi l'exige. La moitié des biens acquis durant le mariage te revient. Tu vois, Hélène, je suis resté un homme d'honneur. Contrairement à d'autres. » Saisie de tremblement, elle ouvrit l'enveloppe, et en extirpa le chèque. Les chiffres mirobolants dansaient devant ses yeux embués. « Mais pourquoi faire ça » souffla-t-elle, la voix brisée. « Tu aurais très bien pu me laisser sans rien. » Alexandre baissa les yeux vers sa montre, luxueuse mais discrète, puis croisa son regard. « Je fais ça, parce que je ne suis pas le monstre que tu imaginais, répondit-il d'une voix douce. Et je ne suis pas non plus l'homme faible que tu espérais voir. Je suis simplement un homme qui a appris à patienter. Il tourna les talons et se dirigea vers la porte d'embarquement. La femme qui l'attendait glissa son bras sous le sien, et ils s'éloignèrent, sans jamais jeter un regard en arrière. Hélène resta pétrifiée au milieu du hall de l'aéroport, tenant le chèque fermement, les joues inondées de larmes. Les voyageurs s'activaient autour d'elle. Quelqu'un la bouscula d'un coup de coude, un autre l'insulta parce qu'elle bloquait le passage. Mais elle resta immobile. La vérité venait de la frapper. Sa vengeance à lui ne consistait pas à la détruire totalement. Il s'était vengé en conservant son humanité, en lui offrant les moyens de survivre, tout en la condamnant à douter éternellement. S'était-il montré généreux par faiblesse, ou l'avait-il jugée tellement insignifiante, qu'elle ne méritait même pas qu'il gaspille son énergie à la réduire à néant? Elle baissa les yeux vers le chèque. Cette somme lui permettrait de s'acheter un appartement, de payer les soins de sa mère, et de repartir à zéro, loin de Victor, qui croupissait en prison préventive, l'accusant de complot. Ce chèque réglerait tous ses problèmes matériels. Mais il ne rachèterait jamais ce qu'elle avait perdu ce soir-là, la conviction arrogante, qu'elle pouvait humilier les autres en toute impunité. Alexandre s'installa dans son siège d'avion. À ses côtés, Anne, la veuve du magnate du textile, retrouvée un an plus tôt, se pencha vers lui. « As-tu des regrets ?» Il tourna la tête vers le hublot, contemplant le sol qui s'éloignait, et la métropole qui rapetissait, jusqu'à ressembler à une maquette. « Aucun, répondit-il. Je me suis contenté de fermer la porte à clé. Elle avait déjà choisi de sortir depuis bien longtemps. » L'appareil entama son ascension. Loin en dessous, perdue dans le grand terminal, Hélène se décida à marcher vers la sortie. Elle serrait l'enveloppe avec une telle force, que ses jointures en blanchissaient. Son pas était lourd et hésitant. Elle savait qu'à chaque détour de rue, dans les traits de chaque inconnu, ou au son de chaque rire lointain, elle chercherait désespérément à retrouver son sourire. Et elle échouerait, parce qu'il n'était plus là. Il s'était envolé vers des horizons inaccessibles, là où elle ne pourrait plus l'atteindre, ne pourrait plus l'humilier, et ne pourrait plus jamais triompher. Là-haut, elle était redevenue ce qu'elle aurait toujours dû être, une parfaite inconnue. Non pas par pure cruauté de sa part, mais simplement parce que le chapitre était définitivement clos. Dans l'avion, Alexandre sortit son smartphone de sa poche. Il ouvrit l'application de messagerie, et sélectionna le brouillon d'un email, qu'il n'enverrait jamais. Le message se résumait à une seule phrase, « Merci de m'avoir poussé dans mes retranchements, et de m'avoir montré de quoi j'étais capable. » D'un geste rapide, il l'effaça, et éteignit l'appareil. Anne vint reposer sa tête fatiguée sur son épaule. Loin de s'écarter, il accueillit ce geste d'affection, gardant les yeux fixés vers l'horizon. Là-bas, le soleil entamait sa descente, peignant les nuages de nuances chaudes et grandioses, un spectacle qu'Hélène n'aurait jamais pris la peine d'admirer. Elle qui ne jurait que par les couchers de soleil stéréotypés des Maldives, méticuleusement cadrés, dans le seul but de récolter des approbations virtuelles. « Quelle est notre destination » murmura Anne, brisant le silence. « Un endroit lointain, où personne ne connaît mon nom, » répondit-il paisiblement. « Et où je n'ai de compte à rendre à personne. » Elle acquiesça doucement, comprenant son état d'esprit. Tous deux érigeaient de nouvelles fondations, sur les ruines encore fumantes de leur passé.
Et ce chantier ambitieux nécessitait un silence absolu, de grands espaces, et l'absence totale de regards extérieurs. Hélène franchit les portes du terminal, happée par l'air glacial de la soirée. Des bourrasques de vent s'engouffraient dans son manteau bon marché. Elle plaquait fermement l'enveloppe salvatrice contre elle, comme une bouée de sauvetage. Des files de taxis défilaient, mais elle ne leva pas la main, n'ayant nulle part où aller. Retourner dans ce foyer d'hébergement qu'elle détestait, affronter sa mère pour lui dire la vérité, ou errer dans cette ville, dont chaque ruelle lui rappelait douloureusement son orgueil passé. Épuisée, elle s'assit sur le banc froid d'un abribus, et ressortit le chèque. Le montant faramineux était toujours là. C'était un capital suffisant, pour tout recommencer. Pourtant, ce nouveau départ n'avait plus rien à voir avec ses ambitions passées. Ce n'était ni la grande victoire qu'elle estimait méritée, ni le châtiment implacable qu'elle pensait avoir évité. C'était simplement la perspective d'une vie ordinaire. Une existence banale, dépourvue de filets de sécurité, dénuée de public, sans la moindre occasion de se mettre en scène pour quémander l'approbation des autres. Une routine prévisible, celle-là même qu'elle méprisait profondément, lorsqu'elle se croyait promise à un grand destin. Son téléphone émit une vibration. Un message de Nadine, cette amie, qui riait aux larmes en se moquant d'Alexandre. Le texte s'afficha sur l'écran, « Ma pauvre Léna, tu es au courant pour Victor ? Le juge l'a fait enfermer pour 5 ans. Et le pire, c'est que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Internet regorge de scandales sur lui. Apparemment, cet escroc nous a tous menti. Comment tu tiens le coup ? » Hélène ne répondit pas. Elle rangea l'appareil, et leva les yeux vers le ciel étoilé. C'étaient les mêmes étoiles qui brillaient au-dessus des Maldives. Mais ici, noyée dans la lueur de la ville, elle semblait plus fade, mais atrocement plus réelle. Un souvenir lui revint brusquement. Un soir d'été, dans le jardin de ses parents, Alexandre s'était approché d'elle. Avec tendresse, il avait essayé de lui montrer les constellations. Mais elle l'avait sèchement repoussé, lançant avec mépris, « L'astronomie, c'est pour les miséreux, qui ne peuvent pas se payer une télévision. » Il n'avait manifesté aucune colère, encaissant la remarque en silence, avant d'aller raviver le feu de camp. Elle ignorait à cet instant, que cette soirée marquait la dernière fois où il s'efforçait de partager avec elle un instant de pure authenticité. Dans l'avion, Alexandre ferma les yeux. Anne s'était assoupie à ses côtés. Sa respiration régulière trahissait une confiance totale. Perdu dans ses pensées, il imaginait le moment où l'appareil se poserait enfin sur une terre inconnue, un pays où personne ne fouillerait dans son passé. Un lieu de renaissance, où il pourrait se fondre dans l'anonymat, et redevenir ce qu'il aimait le plus, un simple ingénieur. Un homme qui bâtit des ponts, conçoit des systèmes complexes, ou se contente de s'asseoir à la terrasse d'un café, pour contempler la mer. L'image d'Hélène ne suscitait plus rien en lui. Ni haine destructrice, ni triomphe enivrant, ni compassion condescendante. Elle appartenait à une page définitivement tournée, et le livre de sa vie se poursuivait sans elle, libéré de l'homme soumis qu'il était devenu à ses côtés. Une violente secousse perturba le vol. Tirée de son sommeil en sursaut, Anne s'agrippa instinctivement au bras d'Alexandre. Il recouvrit la main de la vieille dame avec la sienne, d'une pression douce et rassurante. C'était un véritable contact humain. Un geste désintéressé, qui n'était pas destiné à être pris en photo, ni à épater la galerie. Simplement la présence d'un homme fiable, ancré dans la réalité, qui ne fuirait pas à la première difficulté. Tout va bien se passer, la rassura-t-il d'une voix posée. Ce n'est qu'un simple trou d'air. J'ai une peur bleue de l'avion, bredouilla-t-elle, paniquée. Rassurez-vous, je déteste ça tout autant. Mais j'adore le moment de l'atterrissage. Les traits d'Anne se détendirent, et elle lui offrit un sourire timide, auquel il répondit spontanément. Ce n'était plus cette grimace calculée, qu'il avait appris à revêtir comme une armure. C'était un vrai sourire, simple et rayonnant. Il ne parvenait même plus à se souvenir, de la dernière fois où il avait souri avec autant de légèreté. Hélène était toujours assise sur son banc, lorsque les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Elle ne chercha pas d'abri. Que l'averse la transperce, que le froid l'envahisse, que les passants la dévisagent, misérable et pathétique. Mais les rares piétons, pressés de rentrer chez eux, l'ignorèrent totalement. Personne ne prêta attention à cette femme défaite, serrant un chèque inestimable, avec un regard vide de tout espoir. Elle finit par se lever,
lorsque la nuit noire enveloppa la ville. Elle se dirigea vers la bouche de métro, considérant soudain qu'une course en taxi serait un gaspillage impardonnable. Cet argent, qu'elle méprisait avec arrogance lorsqu'il appartenait aux autres, constituait désormais son unique planche de salut. Et c'était là, la toute dernière leçon, l'humiliation finale qu'Alexandre lui avait infligée. Il l'avait acculée, l'obligeant à s'accrocher désespérément à ce qu'elle considérait, jadis, comme indigne d'elle. Dans la rame de métro presque déserte, elle décacheta l'enveloppe, et lut le contrat dans son intégralité. Elle scruta chaque clause, chaque alignement de chiffres, et s'attarda sur cette fameuse signature, qu'elle n'avait aucun souvenir d'avoir apposée. Le document était d'une précision diabolique, structuré comme un plan, dénué de tout ressentiment, de toute charge émotionnelle. Rien que des faits bruts. La loi stipulait que la moitié de la somme lui revenait de droit, car ils étaient encore unis par les liens du mariage, au moment de la création du brevet. Cette fortune, elle savait qu'elle ne l'avait pas méritée. Elle ne l'avait jamais soutenu, n'avait jamais cru en lui, refusant d'attendre qu'il puisse prouver sa valeur. Elle l'avait poignardé dans le dos, à la première opportunité, et pourtant, il lui avait versé son dû avec une rectitude absolue. Ce geste d'intégrité était infiniment plus dévastateur qu'une vengeance destructrice. C'était un pardon non sollicité, qu'elle se sentait incapable d'assumer. Lorsque l'avion d'Alexandre se posa sur le tarmac, les premières lueurs du jour embrasaient déjà le ciel. Ils cheminaient aux côtés d'Anne, dans un silence apaisant. Ils avançaient d'un pas tranquille, savourant la fermeté du sol, humant les effluves marins, et s'enivrant de la fraîcheur d'un air nouveau. Tu ne lui avoueras donc jamais la vérité, s'enquit Anne, alors qu'il franchissait les portes du terminal. À qui cela? À ton ex-femme. Lui dire que tu aurais pu la broyer, mais que tu as choisi de l'épargner. Il laissa le silence s'installer, balayant du regard les montagnes lointaines, et la ville endormie en contrebas. Elle finira par comprendre, lâcha-t-il finalement. Le jour où, en se regardant dans un miroir, elle refusera d'y voir le reflet d'une victime. Le jour où elle réalisera la portée de mon geste, je lui ai offert cette chance. Qu'elle m'avait cruellement refusée. Et si jamais son orgueil l'aveugle, alors elle emportera seule la responsabilité. Tout comme elle avait choisi, à l'époque, de me rire au nez. Ils se dirigèrent vers la file des taxis. À aucun moment, Alexandre ne se retourna pour contempler l'aéroport, symbole du pays qu'il laissait derrière lui, et vestige de l'existence qu'il venait d'enterrer. Il gardait les yeux rivés droit devant, fixant la route sinueuse bordant la côte. Au loin, le soleil caressait déjà la surface de l'océan, transformant les vagues en une vaste étendue dorée. Les 12 coups de minuit résonnaient, lorsqu'Hélène regagna enfin son foyer d'hébergement. Transie de froid, elle s'empressa de dissimuler le précieux chèque dans son soutien-gorge, sachant qu'on ne pouvait faire confiance à personne dans ce genre d'endroit. Elle s'allongea sur son lit de camp inconfortable, les yeux écarquillés dans l'obscurité. Et, pour la toute première fois depuis des mois, elle ne repensa ni aux humiliations, ni aux ricanements blessants, ni même à l'éclat de la bague de Victor. Elle revit, avec une clarté bouleversante, ce fameux bouquet de pivoine. Ces fleurs délicates qu'Alexandre lui avait tendues ce soir maudit. Ces fleurs dont elle n'avait même pas humé le parfum, les abandonnant sur un coin de table, pendant qu'elle s'évertuait à le détruire publiquement. Ces pivoines avaient agonisé toute la nuit, avant d'être jetées aux ordures le lendemain matin. Hélène ignorait, et ne saurait jamais, qu'il avait passé un temps infini à les sélectionner avec soin, une par une, chez un petit fleuriste de quartier. Car, à cette période de l'année, les pivoines étaient particulièrement rares. Il s'était donné tout ce mal, uniquement parce qu'elle lui avait confié, un jour lointain, que leur parfum doux lui rappelait son enfance. Elle ignorait qu'il avait attendu patiemment 20 minutes dans la file, et que la vendeuse, attendrie, lui avait glissé avec un sourire « Monsieur, votre épouse est vraiment une femme comblée ». Elle ignorait tous ces détails, tout simplement parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de s'y intéresser. Et dans les ténèbres de cette chambre sordide, la vérité la terrassa, ce bouquet, c'était l'ultime présent d'Alexandre. Bien plus précieux que des millions, bien plus marquant qu'une victoire éclatante, et infiniment plus cruel qu'une vengeance sordide. C'était le témoignage silencieux d'un homme qui l'avait aimée d'un amour véritable, jusqu'au jour où elle avait décidé de n'aimer que sa propre personne. Pour la première fois depuis une éternité, Hélène éclata en sanglots. Des larmes amères, authentiques et brûlantes. Des pleurs qui n'étaient pas destinés à attirer la pitié,
ou à manipuler qui que ce soit, mais qui jaillissait parce que le poids des regrets était devenu insupportable. Et dans cette chambre lugubre, personne ne remarqua sa détresse, personne n'entendit ses gémissements, et absolument personne ne lui attribua le moindre « j'aime » de compassion. Alexandre prit place dans le taxi, et indiqua l'adresse au chauffeur. Ce n'était pas un grand hôtel, mais une charmante petite maison nichée sur une colline, qu'il avait louée à distance depuis un mois. La bâtisse offrait l'essentiel, une table robuste, une chaise confortable, une vue imprenable sur la mer, et surtout, un silence salvateur. « Vous venez passer vos vacances, monsieur ?» demanda le chauffeur, d'un ton jovial. « Pas du tout », rectifia Alexandre avec un léger sourire. « Je viens pour un nouveau commencement. » Le conducteur, légèrement perplexe, se contenta d'acquiescer poliment. Le véhicule s'inséra dans le flux de circulation, et Alexandre plongea son regard à travers la vitre, contemplant les grands palmiers, la longue route qui se déployait devant lui, et savourant cette existence nouvelle, qui n'appartenait désormais qu'à lui seul. Épuisée par ses larmes, Hélène finit par sombrer dans le sommeil au petit matin, le chèque précieusement calé sous son oreiller, les joues encore humides. Lorsqu'elle ouvrit les yeux sur les coups de 10 heures, une détermination farouche l'habitait, elle allait trouver un emploi, louer un appartement décent, et repartir à zéro. Une vie affranchie de l'emprise de Victor, purgée de ses faux amis, et débarrassée du regard du public. Mais, avant de se lever, un réflexe l'incita à saisir son téléphone portable. Ses doigts composèrent machinalement un numéro gravé dans sa mémoire. Le numéro d'Alexandre. Celui-là même qui sonnait dans le vide depuis 6 mois. La sonnerie ne retentit pas plus aujourd'hui. Même le répondeur vocal avait été désactivé. Il s'était évaporé dans la nature, sans laisser la moindre trace, ne lui léguant pour tout héritage qu'une somme astronomique, et un silence écrasant, un silence dans lequel elle allait devoir, enfin, affronter ses propres démons. Elle posa l'appareil sur la table de nuit, et se leva. Le froid saisissant de la chambre la fit frissonner, et l'eau des douches communes était glaciale, mais elle resta immobile sous le jet mordant, jusqu'à ce que son esprit s'éveille à la dure réalité. Puis, elle enfila des vêtements propres, et appliqua une touche de maquillage. Non pas pour plaire à quiconque, mais simplement parce que c'était ainsi que débutait sa journée. Elle franchit alors le seuil du bâtiment, s'avançant courageusement dans cette ville, qui avait définitivement cessé d'être sa scène de théâtre. Alexandre tourna la clé dans la serrure de la maison accrochée à la colline, et poussa la porte, laissant s'engouffrer les effluves enivrants des pins parasols et de l'air marin. Anne avait déjà pris possession de la chambre d'amis au rez-de-chaussée. Il percevait le bruit feutré de ses pas. Rien ne les pressait. Le temps, autrefois si rare, leur appartenait désormais, et il n'avait plus de compte à rendre. Il s'avança sur la terrasse ensoleillée, et laissa son regard se perdre dans l'immensité bleutée. Le va-et-vient des vagues offrait un spectacle apaisant, d'une beauté infinie. L'espace d'un instant fugace, ses pensées s'envolèrent vers des contrées lointaines. Quelque part là-bas, bien au-delà de l'horizon, vivait une femme, détentrice de sa fortune, et gratifiée de son pardon inattendu. Il lui avait offert une ultime porte de sortie. Non pas par un élan d'amour aveugle, mais parce qu'il avait acquis la plus grande des forces, la capacité de ne plus haïr. Et c'était là, le chef-d'œuvre de sa vengeance. Il n'avait pas cherché à réduire le monde d'Hélène en cendres, il avait tout simplement purgé le sien de sa présence toxique. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire paisible. Et ce sourire, pour la toute première fois depuis des années, respirait une liberté absolue. Que pensez-vous de ce récit? Avez-vous été captivé par la vengeance froide, méthodique et silencieuse d'Alexandre, ou estimez-vous, au contraire, qu'il aurait dû agir de manière différente? N'hésitez pas à partager votre opinion dans l'espace commentaire ci-dessous. Quel camp choisissez-vous de rallier? Êtes-vous partisan d'une justice implacable, ou croyez-vous aux vertus du pardon inconditionnel? Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous y découvrirez, en exclusivité, des histoires intenses, explorant les thèmes de la trahison, du châtiment, et mettant en lumière ceux qui ont érigé la patience au rang d'art absolu. Pensez à activer la cloche de notification, pour être sûr de ne rater aucun de nos prochains épisodes.